Bon matin, bonjour, bonsoir et bienvenue donc au webinaire du groupe d'action financière sur le financement, la prolifération et le contrôle des sanctions. Je suis Du Young et je travaille sur ce projet avec d'autres membres de notre équipe qui sont ici avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Et avant de commencer, permettez-moi de passer en revue quelques questions d'intendance afin d'assurer un bon déroulement. D'autant plus que maintenant, nous sommes à quasiment 3000 participants. C'est une séance qui sera enregistrée et ce sera effectivement posté sur un canal YouTube. Nous faisons le nécessaire et nous vous demandons de faire le nécessaire pour nier le bruit ambiant. Ça sera proposé en anglais et en français. Si vous pressez le français, il faut cliquer sur le bouton d'interprétation au bas de l'écran. Vous allez voir un petit icône de globe. Alors, nous allons passer en revue l'ordre du jour aujourd'hui rapidement avant donc de donner la parole à Matthew. La première planche, s'il vous plaît, avec les points à l'ordre du jour, si vous voulez bien. Donc, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par une introduction avec Matthew. Suivra ensuite 4 sessions qui traiteront donc des principaux résultats qui recouvrent les principaux points du rapport. Et nous allons terminer donc avec quelques questions-réponses et une allocation de clôture. Un grand merci à toutes et à toutes. Et maintenant, je vais donner la parole à Matthew qui se chargera de vous présenter rapidement le webinaire. Merci à vous, Dou. Bon matin, bonjour, bonsoir, toutes et tous. Moi, je suis Matthew Spivak. Je travaille au département du Trésor des États-Unis. Et c'est un véritable honneur pour moi de vous présenter le nouveau rapport du GAFI intitulé Financement de la prolifération, régime complexe de financement de la prolifération et de contournement des actions. C'est un rapport qui en fait représente le point culminant d'un travail conjoint. Nous avons effectivement déployé d'importants efforts, 30 experts, 20 gouvernements, 4 organisations internationales, et ce, en étroite collaboration avec le secrétariat du GAFI. Nous avons également bénéficié d'un apport considérable du secteur privé, société civile, dont les éclairages ont été essentiels pour façonner le produit final. Alors, le résultat, vous l'aviez ici, c'est un rapport exhaustif complet qui prend plus de 40 études de cas et typologies mettant en lumière des techniques utilisées pour échapper aux sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération en vertu de la recommandation 7 du GAFI, ainsi que d'autres régimes de sanctions. Alors, notre objectif aujourd'hui, eh bien, c'est de vous aider à comprendre l'évolution du paysage des risques et à soutenir une atténuation plus efficace, tant pour les gouvernements que pour le secteur privé. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais évoquer brièvement 2 raisons pour lesquelles ce rapport est important. Premièrement, c'est la question donc de son caractère urgent dans le caractère actuel du financement illicite. Et deuxièmement, c'est vous parler de la raison pour laquelle c'est particulièrement important et pertinent pour nombre d'entre vous qui participez aujourd'hui. Alors, l'aspect caractère urgent. Le monde a radicalement changé depuis le dernier rapport du GAFI sur les typologies d'IPF, prolifération militaire, publié en 2008. L'environnement actuel est marqué par l'utilisation par des acteurs étatiques et non étatiques, des réseaux sophistiqués de passation des marchés, de dispositifs de collecte de recettes et de nouvelles technologies pour soutenir ces programmes, notamment d'armes de destruction massive. L'ampleur et le caractère complexe de ces menaces sont mises en évidence par les récentes actions des autorités répressives, comme ce qui a été annoncé le mois dernier par le ministère de la Justice des États-Unis. Et dans un cas en particulier, des travailleurs nord-coréens des technologies de l'information, TI, ont utilisé des identités volées ou fausses pour obtenir frauduleusement un emploi à distance auprès de plus de 100 entreprises américaines dans différents secteurs, dont des entreprises du classement Fortune 500. Ces montages ont généré des millions de dollars de recettes illicites pour le programme d'armes de destruction massive de la République démocratique de Corée et ont reposé sur des comptes bancaires compromis, des plateformes d'emploi et des intermédiaires basés aux États-Unis pour opérer sans être pris. Mais c'est là, en fait, que la partie émergée de l'iceberg du défi auquel nous sommes confrontés à l'échelle mondiale. Malgré ces menaces croissantes, les évaluations mutuelles du GAFI montrent que près de la moitié des juridictions ne disposent pas d'un cadre juridique adéquat pour traiter le PF et moins de 20 d'entre elles, en fait, savent le combattre de manière efficace. Bref, nous sommes à un moment charnière. La lutte contre le blanchiment des capitaux ainsi que le contournement donc, des sanctions exigent un bon collectif. Alors, je reviens encore sur cette question. Pourquoi est-ce que ce rapport est particulièrement pertinent pour nombre d'entre vous? Ce rapport est contenu pour soutenir les travaux des autorités compétentes, les instituts financiers, les entreprises et professionnels non financiers désignés, les DNFBP en anglais, et les prestataires de services liés aux actifs virtuels, PSAV en anglais, afin de lutter contre le contournement des sanctions en lien avec le PF, le
financement de prolifération. En plus, ce rapport est également conforme à la recommandation une révision du GAFI qui exige désormais des réductions et des entités concernées quasi identifiées, évaluent et comprennent bien leurs risques qui concernent le PF, donc financement de prolifération, et qu'elles mettent en œuvre des mesures d'atténuation proportionnelles à ces risques. Alors, pour le secteur public, du coup, ce rapport peut contribuer à éclairer vos processus d'évaluation des risques en cours. Si de nombreux pays ont indiqué qu'ils évaluaient ou évalueraient prochainement les risques du PF dans le cadre de leur processus d'évaluation risque pays, eh bien, nous avons, nous, constaté que l'ampleur de l'évaluation ou encore de la compréhension des vulnérabilités en lien au PF, eh bien, on n'en est encore qu'au tout début. Pour le secteur privé maintenant, le rapport peut vous aider à évaluer l'exposition au risque, à déceler les activités suspectes, à renforcer les contrôles, et ce, dans le cadre plus large de votre programme de conformité. Nous avons reçu beaucoup de commentaires de la part du secteur privé sur la nécessité d'une sensibilisation plus proactive de la part du secteur public sur le PF. Avec l'évaluation de la recommandation une révision du GAFI au cours des prochaines années, vous constaterez une plus grande implication de la part des autorités sur ces questions. Bon, mais entre-temps, on espère que ce rapport pourra vous aider dès maintenant à faire preuve d'une sensibilisation proactive et d'analyse sur l'évolution des attentes du GAFI, avec une compréhension plus claire, tant pour le secteur privé que pour le secteur privé. Je suis convaincue que nous pourrons effectivement travailler ensemble pour commencer à combler les lacunes qui subsistent. Une première étape intéressante consistera à comprendre les menaces actuelles, les vulnérabilités systémiques, les typologies communes, ainsi que les réponses les plus efficaces que nous avons vues à ce jour. Ce sont là autant de sujets que nous allons aborder avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Voilà, sur ce, je vais donner la parole maintenant à ma collègue Arta qui nous présentera le paysage actuel des menaces liées au PF. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Matthew. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Arta Talley du Canada. J'aimerais vous remercier tous et toutes d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, comme l'a déjà indiqué Matthew, de mon côté, je vais vous faire un point sur la situation qui actuelle et du paysage des menaces liées au financement de la prolifération et de l'évasion des sanctions. Malgré les décennies de sanctions et contre-mesures internationales, les acteurs étatiques et non étatiques continuent de s'adapter et d'utiliser des méthodes complexes pour soutenir les activités et la prolifération. Prochaine planche, s'il vous plaît. Alors, la République populaire de Corée, DPRK en anglais, reste un acteur important de la menace PF. Malgré près de 2 décennies de sanctions de la part de l'ONU, la RDPC continue donc de développer des armes de destruction massive. Par exemple, en octobre 2024, la RDPC a lancé son 11e milice balistique intercontinentale dans le cadre de son plan d'expansion militaire, démontrant ainsi qu'elle continue de défier les sanctions internationales. Et en fait, la RDPC recourt à plusieurs tactiques de fraude, notamment recours à des intermédiaires et des structures occultes de propriété fictive pour masquer les flux financiers illicites, l'exploitation de nouvelles technologies, y compris les crypto-monnaies, et les tactiques maritimes, comme par exemple le transbordement, le transfert de navire à navire, ou encore falsification de documents pour échapper aux sanctions. Ces typologies, mais d'autres aussi, seront examinées plus loin dans la présentation. En ce qui concerne le suivi mondial, aucune nouvelle entité n'a été ajoutée à la liste des sanctions de la RDPC établie par les Nations Unies depuis près d'une décennie. En plus, la récente dissolution du groupe d'experts de la RDPC créé en vertu de la résolution des Nations Unies a laissé en fait un vide important dans le suivi mondial, rendant plus difficile le suivi et la lutte contre les activités de contournement des sanctions, tout en entravant la capacité des pays à évaluer et à traiter les risques de PF liés à la RDPC, donc à la DPRK, c'est-à-dire la République euh, Corée du Nord. Le rapport met en évidence 2 facteurs principaux qui contribuent au financement par la RDPC de son programme d'armes de destruction. Le premier est la connectivité financière croissante de la RDPC. À la fin 2024, le traité de partenariat stratégique entre la RDPC et la Russie engageait les 2 pays à approfondir leur coopération économique, notamment leurs liens bancaires, et à promouvoir une compréhension mutuelle du potentiel économique et d'investissement des 2 régions. À la mi-2024, des banquiers de la RDPC dans des pays voisins, et notamment en Russie, ont facilité des transactions d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars pour soutenir les échanges commerciaux et la génération de recettes de la RDPC, malgré les sanctions de l'ONU exigeant leur expulsion. L'amélioration de la connectivité financière introduit des vulnérabilités dans le système financier mondial. Le
Deuxième facteur est la diversité des activités génératrices de recettes de la RDPDC, qui exacerbe encore les menaces de la fraude fiscale ainsi que le contournement donc, des sanctions. Par exemple, au début de 2024, les exportations de perruques et de fossiles par donc la Corée du Nord représentaient près de 60% des exportations de la RDPC dans la Corée du Nord vers un pays voisin. Toutefois, ces marchandises sont liées à des sociétés commerciales de la RDPC, ce qui font l'objet donc de sanctions et ce qui suggère que les recettes à la perruque pourraient en fait soutenir le programme d'arrangement stratégique du pays. Autres sources de recettes comprennent la fraude, cybervol, trafic d'armes, stupes, espèces sauvages. Et en fait, le déploiement frauduleux des travaux et technologies de l'information de la Corée du Nord sera examiné plus tard. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. On passe maintenant à l'Iran. En ce qui concerne l'Iran représente une autre menace PF complexe et évolutive. L'Iran a été à l'origine sanctionné par les Nations Unies après avoir omis de se conformer à la résolution 1696 du Conseil de sécurité, qui exigeait que l'Iran mette fin à son programme d'enrichissement de l'uranium. Alors que les sanctions financières ciblées des Nations unies imposées à des personnes physiques, mais aussi morales liées à l'Iran, ont pris fin octobre 2023, un certain nombre de pays ont recours à des programmes nationaux de sanctions en raison de la menace que représente l'Iran et les personnes physiques et morales qui ne sont affiliées. L'Iran s'est appuyé sur des intermédiaires ou des proxys militarisés au Moyen-Orient et ainsi que sur des réseaux criminels transnationaux qui s'appuient souvent sur les banques et les permettent donc de consommer les sanctions. Plus précisément, les Hezbollah se livrent à de vastes opérations de contrebande de pétrole, d'armes et toute une gamme de biens sanctionnés, faisant l'objet de sanctions. Le Hezbollah a été identifié pour agir en faveur de l'Iran en violation directe des sanctions qui sont imposées donc à l'encontre de l'Iran. Alors, si on passe maintenant à la Fédération de Russie, eh bien, en ce qui concerne la Russie, comme indiqué précédemment, l'alignement économique et militaire de la Russie sur la RDPC, donc la Corée du Nord, a suscité des inquiétudes quant au rôle de la Russie en tant que menace PF, par extension. Comme on l'a vu, le traité de partenariat stratégique global a ouvert de nouvelles possibilités de générer des recettes qui pourraient soutenir le programme d'armes de destruction massive de la part donc de la Corée du Nord. En outre, des soldats de la Corée du Nord auraient été déployés dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine en vertu de ce nouveau traité bilatéral. Ces relations économiques et militaires de plus en plus étroites ont alerté les pays qui considèrent désormais la Russie comme une menace de PF par extension, ce qui ajoute encore à la complexité du paysage du financement de la prolifération et de l'évasion ou de le contournement plutôt des sanctions. Alors, au-delà des acteurs étatiques, de nombreux pays demeurent préoccupés par les efforts déployés par des acteurs non étatiques, tels que par exemple les groupes terroristes ou encore les organisations criminelles, et ce pour acquérir ou encore se procurer des biens, des connaissances et des technologies liées aux ADM, c'est-à-dire euh, les armes de destruction massive, y compris des capacités biologiques, chimiques et nucléaires. Bien que distinctes des exigences de la recommandation 7 du GAFI, la reconduction de la recommandation du Conseil des Nations Unies 1540, qui date de novembre 2022, qui affirme l'engagement mondial à prévenir la prolifération donc, des armes destructives de masse, ADM, à destination d'acteurs non étatiques. S'il existe peu d'exemples d'acteurs non étatiques qui exploitent le système financier pour soutenir des acteurs ou des activités du PF, de nombreux pays pourtant considèrent que l'impact potentiel de cette activité doit faire l'objet d'un suivi permanent. En outre, il peut exister des typologies de ces activités qui sont pertinentes pour comprendre et atténuer les risques globaux du PF et des sanctions. Alors, voilà ce qui conclut la vue d'ensemble des menaces actuelles et je transmettrai désormais la parole à Tanvi pour qu'elle évoque les vulnérabilités liées à l'évasion des sanctions et au financement de la prolifération qui peuvent être exploitées par des acteurs illicites. Merci pour moi. Merci beaucoup, Arta, très intéressant. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Nous avons atteint les 3000 participants et je voudrais remercier tous les membres qui ont contribué à ce projet. Ensuite, euh, dans notre évaluation, nous avons noté que les acteurs exploitent les vulnérabilités pour leurs actions, ce qui leur rend plus difficile pour le secteur public et privé de comprendre et d'évaluer les risques de prolifération. Je vais couvrir
les vulnérabilités nationales et sectorielles les plus fréquentes qui facilitent le financement de la prolifération. Dans mon premier slide, vous voyez que je vais parler des facteurs liés à l'économie et aux échanges. Il est important d'en tenir compte parce que beaucoup d'acteurs ciblent les entreprises financières internationales et les plaques tournantes financières qui proposent un éventail de services qui sont caractérisés par des flux financiers majeurs et qui sont caractérisés également par l'ouverture de l'économie. Les ports stratégiques sont utilisés aussi pour les flux de fonds. Beaucoup de pays ont mis en exergue l'importance de la capacité de détection des services de la douane. Les pays sont confrontés à des vulnérabilités grandissantes en matière de financement de la prolifération et de contournement des sanctions financières. Des acteurs concernés peuvent exploiter ces vulnérabilités pour accéder au système financier et aux ressources. Les facteurs réglementaires sont un élément important également. Malgré les progrès significatifs des pays, la mise en œuvre mondiale des mesures qui ciblent particulièrement et spécifiquement le financement de la prolifération font défaut. 87% ou 84 pays, pourcents des pays ont reçu des notations négatives en matière d'efficacité de la mise en œuvre du résultat immédiat 11 des évaluations mutuelles du GAFI. Il y a des lacunes et des défaillances dans les cadres juridiques et réglementaires face au régime de plus en plus complexe de financement de la prolifération et de contournement des sanctions. Il y a des contrôles inefficaces des exportations, euh, des lois faibles en matière de transparence concernant la propriété effective également, ce qui pose des défis en matière de détection et de lutte contre la ou le financement de la prolifération et le contournement des sanctions. De nombreux pays ont dit que la proximité aux juridictions qui imposent euh, ou des juridictions sanctionnées créent des vulnérabilités considérables et augmentent l'exposition aux activités liées à la prolifération. Des pays qui sont situés dans des endroits stratégiques, par exemple sur des zones de transport maritime, sont également exposés au réseau de financement de la prolifération. Une autre vulnérabilité concerne la présence de personnel diplomatique et de représentants de juridictions assujettis à des sanctions. Euh, des acteurs de cette nature sont susceptibles de participer à des mesures de contournement. Des vulnérabilités sectorielles sont particulièrement pertinentes également. Les secteurs les plus concernés sont les secteurs bancaires et financiers, notamment les secteurs qui participent aux transactions transfrontalières. Euh, Beaucoup de techniques sont observées dans ce contexte, l'utilisation de multiples comptes bancaires, la falsification de documents. Le financement commercial en particulier est souvent exploité pour le passage en contrebande de produits. Une absence d'un rapport préexistant avec le client concerné et caractérise des vulnérabilités dans les banques de correspondance, par exemple. Souvent, il y a un manque de données détaillées sur le transport maritime. Souvent, les informations sont limitées et ceci euh, est lié également au contournement de sanctions.
Un autre secteur important, c'est le secteur des PSAV, des prestataires de services d'actifs virtuels. L'utilisation des actifs virtuels dans le financement de la prolifération est quelque chose qui pose problème. Euh, Souvent, un objectif est d'éviter la supervision financière traditionnelle, particulièrement avec de l'adoption retardée de la recommandation 15 des normes du GAFI. Nous avons observé des faiblesses dans le niveau de conformité par rapport aux critères liés à la lutte contre le financement de la prolifération par les PSAV. Nous avons également vu l'utilisation des services mixtes et de crypto-monnaies anonymes qui sont utilisées pour occulter des transactions et les informations pertinentes. Ces outils rendent très difficile le traçage des transactions et l'identification des vraies origines ou de la vraie destination des fonds concernés. Et ceci, les crypto-monnaies jouent un rôle de plus en plus central dans le financement des activités liées à la prolifération. Il y a de nouvelles infrastructures alternatives de paiement qui sont importantes dans ce contexte également. Des acteurs étatiques et non étatiques cherchent des alternatives au système SWIFT pour contourner des systèmes financiers qui pourraient être assujettis à des sanctions. Il y a des canaux de paiement émergents, des services de paiement peer-to-peer, par exemple. J'aimerais conclure sur une référence à la réforme des secteurs vulnérables. Il y a des secteurs tels que les PSTS, les prestataires de services aux trusts et aux sociétés, des négociants de métaux précieux et de gemmes et d'autres qui sont de plus en plus exposés au risque de financement de la prolifération. Il y a ces secteurs sont caractérisés par des produits de petite taille, faciles à cacher, à transporter à travers des frontières. Il y a d'autres secteurs vulnérables tels que le secteur aéronautique, le secteur des technologies d'information et de communication, le secteur maritime, l'énergie nucléaire, la construction navale, qui peuvent aussi être exploités par ces acteurs dans le cadre de régimes d'évasion des sanctions. Nous allons explorer cela dans la présentation suivante. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Nita Sebacha du Trésor du Royaume-Uni. Je vais présenter les typologies fréquentes et les méthodes clés utilisées par ces acteurs malveillants dans le cadre de montages complexes de contournement des sanctions et de financement de la prolifération. Pour commencer, le rapport présente quatre typologies principales. L'utilisation des intermédiaires pour contourner les sanctions, la dissimulation des informations liées aux bénéficiaires effectifs, l'exploitation des secteurs maritimes et de transport naval. Il y a une série d'activités et de techniques utilisées dans les régimes de contournement des sanctions et je vais rentrer plus dans le détail plus tard dans la présentation. Le rapport examine un éventail d'études de cas dans le cadre des typologies. Ces études de cas illustrent l'évasion des sanctions financières ciblées, notamment euh, dans le cas de la République populaire démocratique de Corée, RPDC, et dans d'autres circonstances aussi. En examinant ces études de cas, l'équipe de projet a pu développer une compréhension actualisée et approfondie des menaces, des vulnérabilités et des défis complexes à travers toute une série de typologies.
La première typologie traitée par le rapport, c'est l'utilisation des intermédiaires pour contourner les sanctions et pour faciliter euh, leurs activités. Les régimes complexes utilisent des intermédiaires de plusieurs façons différentes. D'abord, il y a des sociétés écrans et les sociétés nominatives. Des systèmes financiers sont utilisés pour faciliter des paiements et des contrats et pour exporter des produits euh, avec une fausse documentation. Il y a des plaques tournantes dans certains pays qui peuvent être utilisées pour faire passer des fonds euh, en contournant des sanctions financières ciblées. Il y a aussi un effet de réseau qui exploite de multiples institutions financières et banques partout dans le monde. Une étude de cas qui illustre cela assez bien, c'est un cas en Australie en 2021. La Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud avait inculpé un citoyen pour avoir enfreint la loi australienne sur les sanctions concernant la RPDC. Ici, la personne concernée avait utilisé des comptes bancaires offshore et des sociétés sociétés écrans basées en Australie pour négocier avec la RDPC par rapport à plusieurs biens tels que le charbon, la pétrole iranienne euh, et des missiles, les technologies liées aux missiles. Contrairement à d'autres exemples dans l'étude, cette étude de cas illustre l'utilisation des intermédiaires, plusieurs types d'intermédiaires pour cacher l'origine, la destination et l'objet des fonds tout en contournant des sanctions financières ciblées. La deuxième typologie examinée dans le rapport est le contournement de sanctions par le biais d'occulter les informations sur la propriété effective. Souvent, ces régimes passent par le, le fait de cacher des informations sur la propriété effective. Ces régimes adoptent plusieurs mécanismes pour ce faire par le biais des facilitateurs tiers, des sociétés écrans à l'étranger, des citoyens étrangers, l'utilisation de filiales dans des pays exonérés de contrôle, euh, en utilisant des cartes de crédit et de débit sous un faux nom. Et par le biais de ces méthodes, ainsi que en cachant le bénéficiaire effectif, l'origine et la destination des fonds, ces acteurs peuvent déplacer les fonds, transférer à travers des systèmes financiers partout dans le monde. Une étude de cas qui illustre cela est un cas néerlandais où des prestataires de services aux trusts et aux sociétés ont été utilisés pour créer des entités juridiques néerlandaises afin de cacher les flux de fonds. Les fonds étaient réputés être d'origine iranienne, ont traversé de multiples centres financiers avant d'être transférés de façon illicite aux entreprises néerlandaises. Dans cette étude de cas, il a été une utilisation complexe de sociétés écrans et de prestataires de services aux trusts et aux sociétés pour cacher la propriété effective, mais également l'objet des fonds, leur destination et leur origine. Euh, Toute tentative de traçage était confrontée à cette fragmentation d'informations. Il n'aurait pas été possible d'avoir une vision complète du régime utilisé pour cause de cette complexité et fragmentation. Les transactions typiquement aussi utilisées des entreprises technologiques, ce qui génère des préoccupations, des inquiétudes concernant l'utilisation des fonds liés à la technologie. En règle générale, dans ce cas, le fait de cacher les informations sur le bénéficiaire effectif et le contexte transactionnel était utilisé non seulement pour contourner les sanctions financières, mais également pour faciliter le passage des fonds à travers le système financier international de façon à éviter toute alerte ou toute suggestion d'illégalité. La troisième
deuxième typologie utilisée dans le rapport concernait des actifs virtuels et autres technologies utilisées pour faciliter des flux financiers à travers des pays sanctionnés, mais également pour les faire passer par des pays tiers avec des régimes de sanctions différents. Des vulnérabilités et des lacunes dans le système réglementaire liés au PSAV ont permis leur utilisation dans ces réseaux, souvent sans détection et sans perturber les flux illicites. Les acteurs utilisent des méthodes sophistiquées pour déplacer des fonds en mélangeant des actifs virtuels et réels pour cacher les sources et la destination des fonds, mais également pour essayer de générer des fonds. C'est un secteur qui est ciblé par des acteurs à travers la cyberactivité et les cyberattaques pour générer des fonds à destination de plusieurs régimes dans le monde. Un exemple est en Corée du Sud en 2024, le pays avait sanctionné une entité et 15 particuliers pour fait de génération de fonds pour cyberattentats et vol d'actifs pour le compte de la RPDC, une organisation qui a le contrôle des équipements militaires et aux activités informatiques de la RPDC. La RP était derrière tout cela. La RPDC utilisait des porte-monnaies virtuelles, de l'argent fiat et également des crypto-monnaies pour financer ses activités et pour financer le programme d'armes à destruction massive de ce régime. Plus généralement, l'économie numérique soulève de nouveaux défis pour les régimes de sanctions. Ceci a déjà été évoqué par d'autres présentateurs avant moi, mais les pays ont trouvé que, par exemple, la RPDC exploite le secteur informatique et déploie ses experts ailleurs dans le monde sous de fausses identités, ce qui aide à générer des fonds pour son régime. Merci. Alors, enfin, quatrième typologie du rapport, c'est l'exploitation des secteurs maritimes et transports maritimes. Alors là, c'est pas traité de manière expresse par les normes GAFI. Pour autant, lorsqu'on apprend, attache avec des pays, de nombreux pays ont effectivement parlé de ça comme étant une vulnérabilité clé ainsi qu'une typologie qui concerne le contrôlement des sanctions. Alors, en fait, vous avez tout un réseau, en fait, qui fait intervenir un vaste réseau de navires, de ports, de logistique, etc. Donc, effectivement, c'est les acteurs qui peuvent exploiter ça aisément afin d'échapper aux sanctions et générer des recettes aux fins du PF. Les tactiques utilisées consistent souvent à dissimuler l'identité des navires marchands ou encore à manipuler les diffusions du système d'identification ou encore falsifier les documents examinés par les autorités douanières ou encore utiliser des transbordants, des transferts de navire à navire pour masquer, déguiser les origines ou encore la destination des aspects à expédier. Alors, à Singapour, récemment, il y avait justement une étude, et ça remonte à 2019, où une personne donnée aurait conspiré avec 5 autres particuliers pour fournir plus de 12 000 tonnes métriques de gasoil donc à la Corée du Nord en utilisant effectivement des navires de transport. Le particulier aurait utilisé les tactiques suivantes. Par exemple, alors, il s'est appuyé sur une société dans laquelle il était l'administration principale, ainsi qu'un recours à un corps bancaire associé pour recevoir les paiements. À 2 reprises, il aurait falsifié les documents appartenant à cette société, ainsi qu'à une autre société considérée comme étant une autre société sous son contrôle toujours. Ensuite, pour ce qui est du transfert, là, des besoins, transfert de navire à navire pour le transport des marchandises, plusieurs par étape, par plusieurs ports, et le port final se trouvant en Corée du Nord. Ce faisant, il a pu par conséquent masquer la destination finale de la livraison et la réception des paiements pour cette activité. Et en gros, ça c'est la dernière étude de cas euh, sur laquelle je souhaitais parler. Alors, une petite dernière remarque que j'aimerais faire, c'est que dans le
cas donc de ce rapport sur les différentes typologies. Vous allez voir le genre d'acteurs et toute la gamme de méthodes auxquelles ils ont recours afin de créer effectivement des régimes sophistiqués au niveau international et voir comment ils s'arrangent pour rendre les choses de plus en plus complexes et leurs activités de plus en plus complexes aussi, afin que ce soit plus difficile pour les autorités répressives donc de suivre. Et maintenant, je vais passer la parole à David qui va nous développer cet aspect-là un peu plus. À vous, David. Alors, merci à vous. Moi, je suis David Shannon et je suis le secrétaire général adjoint du groupe GPA sur le blanchiment des capitaux. L'interprète tient à signaler qu'elle n'a pas le texte, le discours de cette personne. Donc, elle fera de son mieux pour assurer une traduction fidèle. Alors, moi, je vais parler de plusieurs opportunités et difficultés pour ce qui est donc de mener l'enquête et prendre des mesures. Étant donné que vous êtes nombreux au webinaire aujourd'hui, vous êtes aussi nombreux à représenter le secteur privé, ainsi que les mondes universitaires, ainsi que des représentants d'organisations internationales, eh bien, il y a là plusieurs aspects dans lesquels je vais vous présenter qui vous seront pertinents, mais aussi qui sont particulièrement pertinent dans le cadre des travaux que vous allez mener, vous, afin de pouvoir prendre les mesures et identifier les problématiques liées à la question qui nous intéresse aujourd'hui, les régimes complexes de financement de la prolifération et qu'on demande des sanctions. Donc, je vais vous parler un petit peu donc de l'examen préalable, surtout par rapport aux questions qui éveillent des soupçons et aussi identifier les cibles pour ce genre de choses. Alors, tout d'abord, il faut savoir que identifier à l'avance, eh bien, effectivement, c'est compliqué. Et comme l'indique ce rapport, cela de tient compte de l'ensemble des sanctions onusiennes, mais aussi d'autres sanctions ciblées et d'autres sanctions financières en lien donc avec les régimes internationaux. Par conséquent, pour le cadre de ce travail-là, en plus de la mise en œuvre de ces mesures très importantes, le rapport, pour sa part, identifie effectivement plusieurs bonnes pratiques, notamment pour ce qui est de l'évaluation des sanctions préalables. Le sanction screening, ceci en lien avec plusieurs documents proposés par le GAFI ainsi que d'autres organisations internationales pertinentes. Et on parle par exemple de certaines pratiques, notamment par le cadre des MER, les rapports d'évaluation mutuelle. Vous allez là trouver effectivement donc des descriptifs circonstanciés donc de divers régimes qui permettent un examen préalable par rapport aux sanctions. Quelques domaines. D'abord, l'importance d'avoir un système exhaustif pour ce qui est donc de cet examen par rapport donc au nom, ainsi que les indicateurs signaux d'alerte, Red Flag Indicators, que fournissent les autorités internationales, mais les organisations internationales, mais surtout ce qui est proposé par le secteur privé ou qu'on en retrouve dans certaines études ou enquêtes au niveau universitaire. Donc, c'est important, effectivement, de pouvoir procéder à ce travail de manière granulaire. En outre, il est important aussi de se pencher sur cet examen préalable, notamment par rapport aux risques en matière d'évasion, au contournement des sanctions. De plus en plus, nous avons des éléments, il y a des pistes là, étant donné l'évolution donc des recommandations GAFI, il y a moyen effectivement de procéder à un examen préalable. Et de plus en plus, il est important, et c'est ce que font les pays, procèdent à une évaluation plus poussée. Donc, il y a les versions publiques de ces évaluations ainsi que les pratiques exemplaires, ceci afin d'avoir des éléments d'information plus fournis pour l'évaluation des risques, notamment par rapport aux parties concernées, que ce soit le secteur privé ou le public, notamment les organismes publics. Ceci afin de faire en sorte qu'un examen préalable au niveau des sanctions soit mené de manière plus étoffée. Alors, vous avez ici plusieurs cas de figure où il s'agit de refléter non seulement les personnes ou entités désignées dans le contexte de ce que nous ciblons, mais aussi au niveau des sanctions, sanctions adossées à certaines activités, de pouvoir identifier certains aspects qui nous mettent en lien avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Mais pas que. C'est aussi être en mesure de bien identifier les différents profils et signes avant-coureurs donc de ce genre de risque. Ceci en vue donc de créer des fonds. Alors, ce qui est très important par rapport donc à ce processus d'examen préalable au niveau donc des systèmes, l'architecture, les processus adoptés, mis en œuvre, ceci afin donc d'assurer un suivi lorsqu'il y a des soupçons, notamment par rapport au profil client,
suivi des transactions, appliquer certains systèmes, appliquer donc ça, ces dispositifs par rapport donc aux sociétés, mais aux particuliers. Et ceci afin de, lorsque un doute est évoqué, qu'on puisse effectivement faire remonter ce soupçon. Alors ça, c'est vital pour une bonne mise en œuvre efficace. C'est en fait, si vous voulez, l'architecture classique du blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, AMCFT en anglais. Ceci afin de faire en sorte que ce soit aisément disponible et que ça puisse s'appliquer aussi donc à l'examen préalable en matière des sanctions. Donc, ceci afin de traiter de problèmes fort complexes. Ce qui est important pour vous, c'est les bonnes pratiques par rapport à ces aspects-là, notamment par rapport au secteur privé, partage des systèmes, les approches de la part donc des instances nationales, notamment pour appliquer ça aux PME, les entités couvertes, et aussi par rapport donc au subventionnement de certains systèmes d'examen préalable, mais surtout afin d'avoir accès ou de pouvoir retirer des éléments d'information de meilleure qualité pour vraiment débusquer ce que l'on cherche. Et parfois, des éléments d'information plus poussés lorsqu'il s'agit de procéder au partage d'informations afin de permettre aux organismes de mieux cibler leur système donc, d'examen préalable. L'occasion ici se présente tout à fait pour que le secteur travaille ensemble, partage leurs informations, leurs dispositifs. Et si vous souhaitez travailler avec les organismes publics, notamment par rapport au type d'informations qu'il leur faut afin de pouvoir mieux appliquer leur processus d'examen préalable par rapport aux extensions et mieux donc faire en sorte que ce soit raccord avec le degré donc de dangerosité en quelque sorte que tel ou tel risque représente. Alors les études de cas que vous avez dans le rapport illustre fort bien donc la nature complexe du risque. Et c'est très important que les administrations publiques et les IO donc fournissent des éléments d'information qui soient toujours actualisés. Ceci afin d'améliorer les résultats de manière efficace. Bien. Alors, autre aspect important ici, c'est dans certains cas de figure, il y a tout un récit par rapport donc à ce examen préalable, c'est que ce soit effectivement qu'il y ait une correspondance, détecter donc des correspondances, un match entre les sections et le processus de découverte des réseaux. Mais en fait, ce n'est que le tout début de ce processus, c'est-à-dire pour que les autorités puissent travailler main dans la main avec le secteur privé, ces organismes, ces entreprises qui ont pu identifier des sanctions, des actifs qui ont été gelés, ceci afin de débusquer des réseaux, afin de trouver des instruments et aussi pouvoir aller prendre la pleine mesure des capacités. Et donc, au final, pour pouvoir agir et faire quelque chose par rapport donc à ce qu'on aurait trouvé. Donc, par rapport donc aux enquêtes dans le cas du PF, financement de la prolifération, c'est important de vraiment bien accompagner ce processus du tout début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'aux poursuites. Donc, le secteur privé a un rôle très important. C'est pas uniquement au niveau donc de la détection de la correspondance, mais aussi des va-et-vient, c'est-à-dire partage de renseignements. Ça commence par ça, mais ça passe aussi au niveau d'échange d'informations, de renseignements, et pour en arriver donc jusqu'à l'étape plus finale, c'est-à-dire euh, poursuite. Donc, c'est vital que tout ça pour bien échafauder les choses. Alors, les études de cas ne l'illustrent peut-être pas nécessairement, mais il y a plusieurs cas de figure qui sont peut-être reliés entre eux ou, ou encore de la part des organismes, ce serait important de prendre un peu de recul de hauteur par rapport à tout ça. Donc, le travail est important. On se penche aussi sur la sanction, et tout le comportement, la dernière collecte de fonds, par exemple, ou encore d'autres pistes éventuelles, notamment qui pourraient effectivement être liées donc aux activités de financement de la prolifération. Alors, de plus en plus, il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes qui se compliquent du fait du caractère sensible de certains aspects. Et par exemple, il y a plusieurs agences qui peuvent être concernées et parfois certaines activités d'enquête peuvent être poussées jusqu'à un certain point. Ceci, encore une fois, par rapport aux considérations de sensibilité de l'information. Et empêcher des interventions qui peut-être pourraient commencer à toucher des aspects sensibles tels que décrétés par une entité ou un État donné. Prochaine planche. Ensuite, la question de le caractère complexe de ces enquêtes, et bien entendu, cela reflète le caractère complexe des dossiers de preuves qui démontrent les réseaux, etc. Ceci afin de pouvoir mener à bien tout ce processus pour en arriver donc aux poursuites, etc. Et
De la même manière, j'aimerais renouer avec ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire qu'il y a des études de cas dans le rapport qui traitent effectivement de différents types de questions qui relèvent du financement de la prolifération, mais souvent aussi, c'est des questions particulièrement complexes, surtout par rapport aux cyberattaques, ainsi que tout ce qui concerne l'élément de preuve numérique. Et dans certains pays, certaines juridictions, il y aura des cas de premiers cas de figure qui seront effectivement particulièrement novateurs, tout nouveau. Donc ça, c'est particulièrement compliqué dans certains pays. Lorsque ce dépistage dans certaines juridictions où la capacité est plutôt faible, conjugué donc à l'objectif visé, c'était la poursuite. Par conséquent, on s'appuie d'autant plus sur l'importance que revêt la coopération internationale. Et ceci ressemble effectivement au financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux internationaux. C'est très compliqué. Tout ça se rejoint. Euh, Outre les poursuites, il peut y avoir d'autres mesures mises en œuvre par les autorités nationales. La coopération interagences, bien évidemment, est d'une importance critique euh, pour une bonne raison et les normes GAFI couvrent cela en grande mesure par rapport au financement de la prolifération comme aspect critique dans une réponse d'envergure et complète. Il faut agir pour lutter contre le financement de la prolifération et le contournement des sanctions dans le cadre de la lutte contre ces activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et autres. Du côté de la collecte des renseignements, mais aussi par rapport aux enquêtes et aux poursuites, par rapport à la surveillance, au soutien proposé pour le secteur privé et aussi par rapport aux défis auxquels sont confrontées les agences responsables de la transparence des personnes morales, des bénéficiaires effectifs et autres. Le sujet du financement de la prolifération concerne tant d'acteurs gouvernementaux que cela soulève inévitablement la question de la coopération interagences. Les domaines de risque particuliers ont été mis en exergue par certains des présentateurs déjà, par exemple le secteur maritime, des zones spéciales et autres. Souvent, parfois, cela peut impliquer des agences qui ne sont pas les agences qui typiquement participent aux activités de lutte contre le blanchiment des capitaux. Et donc, une collaboration plus étroite entre ces agences, y compris les agences des renseignements, peut être associée à des défis spécifiques quand il s'agit du partage de renseignements et de collaboration. Ce ne sont pas des complexités insurmontables, mais cela suppose des sensibilités particulières que nous avons observées dans certains pays et il faut négocier cela par le biais de rapports ou d'arrangements spécifiques, spécialisés entre agences des autorisations spéciales, par exemple, pour permettre une collaboration rapide et sans faille entre ces agences dans la lutte contre le financement de la prolifération. Le partage d'informations entre les secteurs publics et privés est d'une importance critique ici aussi. Le rapport met en exergue le besoin d'une collaboration augmentée dans bon nombre de secteurs, notamment le partage de renseignements entre les secteurs publics et privés. Les partenariats publics-privés sont le sujet du jour et cette expression parfois est utilisée, tout le monde imagine savoir ce que cela veut dire, mais l'interprétation peut varier d'un pays à l'autre, d'un secteur à l'autre. La profondeur des informations requise, la collaboration entre les agences peut varier. Parfois, il faut une collaboration au cas le cas, secteur par secteur, ou pour contrer une menace particulière. Le travail accru des pays pour évaluer leur risque de financement de la prolifération mène ces pays à réfléchir de façon plus critique à l'existence des défaillances ou des lacunes dans la collaboration entre les secteurs publics et privés et les possibilités pour proposer des informations plus ciblées. Les processus d'homologation de
d'enquête peut se prêter aussi à l'identification des transactions sensibles. C'est quelque chose qui nécessite des principes directeurs à jour et des formations de la sensibilisation par le gouvernement. Il faut une collaboration dans le partage des systèmes pour permettre de peaufiner les outils. Il faut aussi une collaboration par rapport à l'évaluation des risques. Pour beaucoup d'autorités compétentes, l'évolution des activités financières et des produits complexes nécessite que le secteur privé travaille avec les régulateurs et les agences qui proposent un soutien en matière de lutte contre la prolifération et contre le financement du terrorisme, euh, maintiennent leurs principes directeurs et leurs outils à jour. Et enfin, la coopération internationale reste essentielle. Encore une fois, c'est lié aux besoins essentiels en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Mais quand il s'agit de lutter contre le financement de la prolifération, les délais sont beaucoup plus courts parfois. Il faut agir beaucoup plus rapidement. Certains de ces cadres sont spécifiques à une juridiction donnée et parfois ce ne sont pas des positions des Nations Unies qui sont reflétées dans des régimes nationaux. Et il peut aussi avoir des questions liées à la sécurité nationale. Il y a aussi la possibilité de devoir faire participer aux efforts des acteurs qui ne sont pas typiquement impliqués dans les activités de lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme. Par exemple, impliquer les autorités portuaires, les autorités qui participent dans le transport maritime international, travailler sur la documentation des transports maritimes et autres. Parfois, il faut plus de soutien et les évaluations de risques qui visent le financement de la prolifération doivent tenir compte de la coopération internationale. La situation s'améliore progressivement et ceci est reflété dans les rapports d'évaluation mutuelle que nous publions également. Alors, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Merci de votre attention et je rends la parole à Massa. Merci David, merci à tous. Je suis désolée, j'entends un écho sur la ligne. Merci beaucoup David, merci à vous tous pour vos présentations. Nous allons maintenant ouvrir le débat. Je voudrais commencer par une note rapide sur le format de la session aujourd'hui. Puisque le temps est très limité, il n'y aura pas une session en direct de questions-réponses pendant le webinaire. Nous allons répondre aux questions qui avaient été soumises par écrit avant le webinaire. Euh, Cela nous permet d'optimiser notre utilisation du temps. Nous avons reçu plus de 2000 questions de tous les participants au cours des 2 semaines qui ont précédé cet événement. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer par email, par courrier électronique avant le webinaire et nous allons essayer de répondre le plus rapidement possible. Je vais lire les questions. Quand les institutions ont des ressources limitées, est-ce qu'il faut viser les régimes complexes ou les régimes plus simples dans la lutte contre le financement de la prolifération et le contournement des sanctions? Mathieu? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les présentateurs, comme vous l'avez fait. Vous avez fait un excellent travail pour donner vie au rapport. Si les participants n'ont pas encore eu la possibilité de lire le rapport, j'espère que cela vous inspire. Alors maintenant, la pénurie de ressources, les ressources très limitées, c'est une bonne question. Alors, nous avons essayé de réfléchir en détail à cette question en élaborant le rapport au cours de cette dernière année. Euh, il y a des opportunités pour avoir recours aux meilleures pratiques et
expériences d'autres pays dans la lutte contre les activités de prolifération. Quand les ressources sont limitées, les institutions devraient appliquer une approche axée sur les risques, se concentrer sur les typologies qui sont les plus pertinentes à leur propre situation, leur propre exposition au risque, que cela se base sur la juridiction, sur un modèle axé sur le client. Toute autre considération clé pour vous quand il s'agit d'évaluer vos risques, il faut réfléchir à votre contexte. Bon, il s'agit moins de se concentrer sur la complexité ou la simplicité des régimes. Il s'agit plutôt d'identifier les régimes qui posent le plus de risques à votre institution spécifique. Probablement, cela va différer d'une institution à l'autre, peut-être d'une juridiction à l'autre. Le rapport propose tout un éventail d'indicateurs de risque ou de cas d'études pour vous aider dans ce processus. Le processus de décider comment répartir vos ressources limitées, jauger de leur impact potentiel et pour savoir comment avoir le meilleur impact en matière de lutte contre le financement de la prolifération. Merci Mathieu. Prochaine question. Est-ce que vous pourriez nous parler plus de l'utilisation des structures complexes de propriétaires effectifs et aussi parler des défis associés à cela? Arthur. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette question. La RPDC utilise des méthodes sophistiquées pour occulter les informations euh, euh, concernant le bénéficiaire effectif. L'utilisation de filiales d'entreprises d'écran nominatifs qui peuvent masquer les liens à des entités sous sanction. Les structures complexes de bénéficiaires effectifs rendent très difficile pour les institutions financières de tracer les fonds et d'appliquer avec efficacité les sanctions euh, et afférentes. Cela met en exergue l'importance de registres de bénéficiaires effectifs, d'avoir des cadres robustes, réglementaires et juridiques, et aussi ainsi reflète l'importance de la collaboration et la coopération internationale. Merci beaucoup. Une question sur l'intelligence artificielle. Il y en avait beaucoup. L'intelligence Est-ce que l'intelligence artificielle a joué un rôle quand les mauvais acteurs essayent de contourner les sanctions? Merci beaucoup. Alors, nous avons évoqué rapidement l'IA dans le rapport pour reconnaître que l'IA joue un rôle dans le contournement des sanctions et le financement de la prolifération. Notre information sur le rôle joué par l'IA, ceci dit, est limitée à ce stade. Nous ne pouvons pas vraiment en tirer de grandes conclusions. Mais nous avons identifié l'IA comme étant un outil potentiel à cette fin. Par exemple, pour améliorer les techniques d'obfuscation par rapport aux informations sur le bénéficiaire effectif et autres. Les crypto-monnaies et les écosystèmes virtuels sont concernés aussi. L'IA peut aider à mélanger, à confondre les services, à cacher des détails et peut probablement aider ces structures à améliorer leur structure et à mieux contourner les sanctions. C'est pour cela que le GAFI a signalé que ces technologies sont un sujet émergent. Merci beaucoup. Prochaine question concerne donc les crypto-monnaies. Quels sont les risques et les difficultés posées donc par ces crypto-monnaies ainsi que par les prestataires de services liés aux actifs acteurs? Alors, les risques posés par les prestataires de services liés aux actifs virtuels sont importants et multiples. Alors, effectivement, souvent, ils vont exploiter le manque de mise en œuvre efficace des mesures BCFT, surtout dans le cas de juridictions qui ne sont pas conformes ou qui ne sont que partiellement conformes avec les recommandations, la recommandation 15 de Gafi notamment. En général, ce genre d'actifs vont s'appuyer sur des actifs virtuels où ils auront recours à des techniques de masquage, recours à un anonymat,
chiffrés ou encore des prestataires de services liés aux actifs virtuels qui sont illicites. Donc, il va attribuer à certaines entités qui font l'objet donc de sanctions. Cela pose un véritable problème pour vérifier effectivement les juridictions donc de ces PSAV étrangers, coordonner les éléments d'information et gérer les différences entre différents cadres de réglementation à l'échelle de la planète. Cet aspect complexe est exacerbé par le recours donc à ces plateformes DFI, c'est-à-dire finances décentralisées, ainsi que les cross-bridges et d'autres aspects qui vont effectivement entraver le flux des fonds. Étant donné le genre de risque qui ne cesse d'évoluer assez rapidement de nos jours, et en fait, c'est des risques qui ne cessent d'évoluer. Revenir à ce qu'a dit David plus tôt, c'est important pour le secteur privé de continuer à actualiser et interagir avec les autorités compétentes pour identifier effectivement ces risques émergents, surtout dans le contexte donc, des actifs virtuels. Et voilà, voilà, c'est tout pour moi. Merci, Meta. Prochaine question s'adresse à vous, David. Comment est-ce que les organisations internationales, comment est-ce qu'elles pourraient mieux appuyer et encadrer donc le secteur privé pour lutter contre le financement de la prolifération? Réponse. Merci à vous deux et un grand merci aux participants. Merci donc d'avoir posé autant de questions en lien donc avec ces questions les plus importantes. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Meda, c'est-à-dire que le secteur privé qui demande aux autorités nationales de leur fournir des éléments d'information de meilleure qualité. Ça veut dire qu'il est important de travailler avec des organisations internationales afin d'assurer qu'il y ait une coordination au niveau donc des pays. C'est pour venir en appui donc le secteur privé notamment. Donc ça c'est effectivement l'un des rôles donc des organisations internationales, c'est-à-dire que le GAP ou encore le GAFI. Autre aspect très important au niveau toujours des organisations internationales, pourrait commencer à travailler sur la chose suivante, c'est-à-dire avoir une approche qui s'adapte à des différents pays, différents contextes. Ça veut dire notamment des formules de partage d'informations, partenariat public-privé. Ça va prendre des aspects différents selon donc les contextes différents, mais être adapté et faire en sorte que cela permette de renforcer le niveau de confiance et aller faire en sorte que le secteur privé agisse de manière plus concrète pour pouvoir effectivement lutter contre les risques. À ce titre, les organisations internationales peuvent certainement jouer un rôle important, c'est-à-dire appuyer les autorités nationales pour faire un meilleur boulot, notamment pour ce qui est de l'évaluation de ces risques de prolifération, de financement de prolifération. Dans le rapport, il est question justement du fait que trop souvent le secteur privé doit s'appuyer sur les rapports donc d'opérations douteuses et n'ont pas nécessairement les éléments d'information qu'il leur faut pour vraiment faire un travail rigoureux donc de dépistage, si vous voulez dans les domaines qui nous intéressent, notamment remonter, si vous voulez, ce qui se passe au niveau des transactions, des actifs détenus par des VASP, les fameux prestataires de services liés aux actifs virtuels, mais qui ne sont pas forcément illicites. Donc, il existe des lacunes, il faut savoir les surmonter, il faut travailler avec les autorités nationales, avoir des plateformes, des dispositifs qui permettent effectivement aux échanges des informations. Partage donc des typologies, des signaux d'alerte et des typologies. Et ceci contribuer aussi à l'élaboration et à étoffer un petit peu les différentes typologies. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut se faire notamment avec des organisations qui vont rapprocher, fédérer le privé et le public. En outre, cela peut permettre aussi qu'alors qu'il y a de plus en plus de tensions, qu'un plus grand nombre de pays puissent réglementer, notamment les prestataires de services liés aux actifs virtuels, les PSAV, les BASP en anglais. Certains ont dit qu'il est encore loin de la coupe là, mais c'est quand même un aspect important sur lequel il faut travailler. Alors, ceci en lien avec l'examen préalable au niveau donc des sanctions et meilleur partage d'informations avec le secteur privé. Autre aspect qui est important, il faut vraiment insister sur la chose suivante. Les organisations internationales peuvent aussi promouvoir un rayonnement coordonné, notamment grâce à la prestation donc, de formation, de renforcement des capacités. Et c'est toujours important que de renforcer la capacité, mais surtout le soutien et l'accompagnement s'avèrent importants
pour pouvoir bien identifier le risque et proposer des solutions en matière d'atténuation de risque. Le GAFI, de son côté, a proposé des forums de consultation, différentes plateformes, approches qui seront adaptées aux différents pays. Et justement, les organisations internationales jouent un rôle important à ce titre. Enfin, dernière chose, plusieurs organisations internationales s'intéressent notamment pour ce qui est de l'aide technique, formation à ce niveau-là, mais se pencher aussi sur les opportunités, l'aide technique qui peut aller s'appuyer sur le secteur privé directement, et notamment pour être plus adapté et plus à la hauteur de la tâche pour ces différents risques, et notamment partage de pratiques exemplaires, aider les autorités nationales à assurer un meilleur soutien au secteur privé dans ce contexte. Donc, je renoue avec ce que j'ai dit au début. Il est très important que le secteur privé prenne attache avec les autorités nationales et en retour, celles-ci prennent langue avec les organisations internationales pour que la communauté internationale peut effectivement coordonner les choses. On peut, par exemple, proposer une aide au niveau des entreprises, à titre individuel aussi. Voilà. Écoutez, un grand merci à vous, David. Alors, dernière question, ce qui nous ramène effectivement à la raison pour laquelle nous avons ce webinaire et pourquoi le rapport a été publié le mois dernier. Pourquoi est-ce que le GAFI, dans le cadre donc de le cinquième cycle d'évaluation, pourquoi est-ce qu'on propose ça maintenant? Alors, je vais répondre moi à cette question, si vous voulez bien. Moi, je suis Masamatsudo du ministère des Finances du Japon. Et en fait, je suis responsable effectivement donc de ce projet aux côtés de Matthew Spivak du Trésor américain. Tout d'abord, sachez qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles effectivement nous avons diffusé ce rapport final maintenant et auquel on a fait allusion effectivement dans le cadre de cet webinaire. Tout d'abord, le cinquième cycle MER, c'est-à-dire rapport évaluation mutuelle, eh bien, met beaucoup plus l'accent sur l'identification de ces risques financement de prolifération. Cela concerne surtout le secteur privé et on se tourne vers le secteur privé pour être en mesure donc de respecter cela. Ensuite, ce cinquième cycle d'évaluation rituelle, on peut montrer que de nombreuses juridictions ont du mal avec cette problématique. Ce rapport a pour vocation d'illustrer un petit peu comment cela fonctionne et comment effectivement on peut exploiter certaines failles. Ensuite, dernier aspect, mais non le moindre, ce paysage ne cesse d'évoluer, qui plus est très rapidement, tous les jours. Donc, le secteur privé, mais public, les deux, doivent être à la hauteur de la tâche et être prêts à affronter un niveau de difficulté sans cesse croissant à ce niveau-là. Et ça pourrait être de ma part, donc, une contribution, un élément de réponse. Merci à vous, Massa. Donc, un grand merci à toutes et à tous. Merci d'avoir posé vos questions et merci à tous nos intervenants. Merci donc de toutes vos réponses. Voilà pour notre séance de formation. Et Massa, la parole à vous pour boucler ou clore ce séminaire. Eh bien, un grand merci à vous à nouveau. Alors, quelques remarques rapides. Tout d'abord, sachez que j'apprécie sincèrement votre participation de toutes et toutes au webinaire d'aujourd'hui sur les mécanismes complexes de financement des proliférations de comptes d'administration. Je remercie également les intervenants d'aujourd'hui, Arta, Darby, Meta, ainsi que David, pour le rapport final sur notre projet, lequel a été adopté par la plénière du GAFI le mois dernier. En outre, je ne peux pas oublier d'évoquer que l'immense soutien apporté par le secrétaire du GAFI. Grâce à tout ce soutien, nous sommes fiers d'avoir pu organiser aujourd'hui le webinaire afin de vous présenter le rapport final. Comme mes collègues l'ont déjà présenté, les éléments essentiels du rapport, il faut savoir que l'objectif initial de ce projet est de fournir les informations nécessaires mais aussi pratiques aux membres du réseau mondial du GAFE afin que chacun puisse élaborer leur propre évaluation des risques liés au financement de la prolifération de manière appropriée pour bien ficeler, bien préparer le cinquième rapport d'évaluation annuelle à l'avenir. C'est pourquoi nous sommes efforcés de rendre ce rapport aussi pratique que possible pour les réseaux mondiaux. Dans mes remarques de clôture, permettez-moi de souligner quelques points. Alors, comme je sais, moi, que vous êtes nombreux à venir donc du secteur autorités compétentes et secteur privé, je tiens à insister sur le fait qu'il est très important de renforcer cette collaboration entre ces deux secteurs privé-public. Et en mars, nous avons mené effectivement un travail de consultation afin de recueillir vos retours sur ces projets ainsi que des thèmes qui vous seraient pertinents dans le cadre donc, de ces régimes. Nous avons reçu plus de 400 remarques de la part donc, du secteur privé et
Nous avons encore beaucoup de questions, en fait, pour l'instant sans réponse. En général, euh, c'est un intérêt manifeste pour atteindre des réponses à leurs questions. Et en particulier, il faut savoir que ce rapport sur ces régimes constitue effectivement un élément de réponse. On ose espérer que notre rapport de projet contribue à renforcer l'engagement entre le secteur public et privé. Et sachez que au Japon, nous prévoyons nous aussi organiser des séances d'information à l'intention donc du secteur privé avec une version traduite en japonais de notre rapport final. Enfin, j'espère sincèrement que la séance d'aujourd'hui vous sera utile à vous toutes et tous et un grand merci de votre participation. Nous nous réjouissons par avance à la perspective de votre collaboration future sur ce sujet qui revêt une importance bien particulière. Maintenant, je retransmets la parole au secrétariat du GAFI pour les derniers messages. Alors, merci à vous, Massa. Un grand merci à vous, toutes et tous. Merci aux conférenciers, conférencières, aux participants. Alors, effectivement, nous avons donc une chaîne YouTube. Vous allez recevoir notre lien et ça vous sera transmis aujourd'hui par mail, aujourd'hui ou demain. Donc, un grand, grand, grand merci. Et merci de vous être levé de bonne heure ou de rester éveillé si tard. Bonne journée, bonne soirée